Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer le deuxième chapitre intitulé Théorie cinétique des gaz. En fait, on va commencer ce deuxième chapitre dans lequel on va étudier un système qui est le gaz parfait par une nouvelle approche. C'est une approche microscopique statistique. Donc, des données qui ne sont pas classiques, qui vont être présentées, alors soyez concentrés. Donc voici le plan de ce chapitre-là. Après une introduction, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un gaz parfait et le modèle de ce type de gaz, les hypothèses de la théorie cinétique des gaz parfaits. Ensuite, on va étudier ce gaz parfait de façon microscopique, étude microscopique d'un gaz parfait monoatomique. Tout en passant par la suite à l'énergie interne et définir qu'est-ce qu'une capacité thermique, on va finir ce chapitre par étudier un gaz réel, c'est le gaz de Van der Waals. Bon, la théorie cinétique nous permet d'interpréter des grandeurs macroscopiques d'un gaz, comme la température, la pression, à partir d'une étude microscopique, c'est sûr, basée sur des hypothèses. Cette théorie, elle est spécifique pour les gaz parfaits, mais les résultats qu'on va les trouver, on peut les généraliser pour les gaz réels. Donc on va commencer la première partie de ce chapitre, c'est le modèle de gaz parfait. On va commencer par définir qu'est-ce qu'un gaz parfait. En fait, un gaz est parfait si ses particules en détail négligeable, supposées ponctuelles, et elles sont indépendantes, pas d'interaction entre ces particules. En fait, les particules sont assimilées à des sphères dures, de taille négligeable. Dures, c'est-à-dire que ces particules ne subissent pas des chocs mous. Donc, tous les chocs sont supposés élastiques. Et les particules, et ces chocs-là s'effectuent entre les particules et entre les particules avec la paroi. Vu qu'il n'y a plus d'interaction, l'énergie d'une particule est purement cinétique. Vu que la taille d'une particule est négligeable, alors le volume accessible à une particule, c'est tout le volume, vu que la taille des particules est négligeable. De plus, on trouve des gaz parfaits qui sont monoatomiques, tels que les gaz rares, comme on peut trouver des gaz parfaits polyatomiques ou moléculaires, comme exemple le gaz de dioxygène ou de diazote, etc. Un gaz est réel si ces particules, soit qu'ils ont une taille non négligeable, soit qu'ils sont en interaction, soit les deux. On va passer maintenant à donner l'équation d'état d'un gaz parfait. Comme on a déjà défini dans la dernière vidéo, qu'une équation d'état, c'est une équation qui lie les variables d'état du système à l'équilibre thermodynamique. L'équation d'état du gaz parfait, qui lie ces paramètres d'état qui sont la pression, le volume et la température, a été déjà démontré expérimentalement, donnant la relation suivante, la fameuse relation P fois V est égal au nombre de moles fois la constante des gaz parfaits fois la température. Le nombre de moles, en fait, c'était la masse du gaz sur la masse molaire. La constante des gaz parfaits, c'est égal au nombre d'Avogadro fois la constante de Boltzmann, qui est égal à 8,31 joules Kelvin-1, Kelvin-1, mol-1. Maintenant, on va passer au mélange de gaz parfait. Donc, un mélange de gaz forme aussi un gaz qui est parfait. Parce que les molécules de chaque gaz sont, les particules que forme chaque gaz sont ponctuelles,
et les particules d'un même gaz n'interagissent pas, donc elle ne va pas interagir avec les autres particules des autres gaz. Donc le mélange va constituer alors un gaz parfait. Si Ni c'était le nombre de moles du ième gaz, alors le nombre de moles total c'était la somme des nombres de moles. De plus, si je définis P la pression totale du mélange et V le volume total, on a PV est égal à N fois R fois T. Si je développe N, vu que le fait que N c'était la somme des Ni, alors la pression P, elle va être égale à la somme des P, donc la somme des Ni RT sur V. En notant PI, la pression partielle exercée par le ième gaz, PI qui est égal à Ni fois RT sur V, alors on va trouver que PI c'est égal à Ni sur N fois P, Ni sur N fois P, en définant XUI égale à Ni sur N, la fraction molaire du ième gaz dans le mélange, alors on trouve la loi de Dalton, PI est égal à XI fois P. De même, on montre que la masse molaire du mélange M, c'est égal à la somme des fractions, la somme des masses molaires, donc la somme des MI affectées par leur fraction molaire, la fraction molaire du ième gaz, la somme de XIMI. Donc, comme exemple, comment on calcule la masse molaire de l'air? En fait, la masse molaire de l'air, vu que l'air est composé de diazote et de dioxygène en très grande proportion, et d'autres gaz de proportion négligeable, comme l'argon et le dioxygène et le dioxyde de carbone, alors on peut dire que la masse molaire de l'air, c'est égal à la fraction molaire de diazote, qui est égale à 76,9%, 0,76. La fraction, donc, fois la masse molaire du diazote, plus 0,2, c'était la fraction molaire du dioxygène, 0,76 fois la masse molaire de diazote plus 0,2 la masse molaire de dioxygène plus les autres donc qui sont négligeables, on va trouver que la masse molaire de l'air presque est égale à 29 grammes par mol. Il faut retenir ce résultat parfois, car parfois vous trouvez donc vous avez besoin de savoir ce résultat pour faire des applications numériques. Parfois, ce n'est pas donné. On va définir la densité d'un gaz parfait. En fait, la densité d'un gaz est repérée par rapport à l'air. La densité, par définition, c'est la masse d'un certain volume V du gaz sur la même masse, donc sur la masse d'un même volume de l'air. Et ça réduit en fait, à la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air. Donc c'était M sur 29. Donc vous savez que la densité, c'est le rapport des masses volumiques. Mais si on a le même volume, donc elle se réduit au rapport des deux masses. Donc la masse volumique d'un gaz parfait, vu que PV est égal à nRT, vous pouvez montrer que la masse volumique nue a la relation suivante. Nu, c'est la masse volumique du gaz parfait, c'est égal à la pression fois la masse molaire sur RT. Maintenant, on va passer aux propriétés thermoélastiques d'un gaz parfait. De façon générale, pour un gaz quelconque, les propriétés thermoélastiques sont caractérisées par les coefficients thermoélastiques suivants. Donc, il faut aussi retenir ces expressions-là, le coefficient de dilatation isobar, le coefficient de dilatation isobar alpha, le coefficient d'augmentation de pression isochore bêta et le coefficient de compressibilité isotherme
xi t. En fait, le coefficient de dilatation isobare alpha, c'est égal à 1 sur V fois la dérivée partielle de V par rapport à la température à pression constante. Le coefficient d'augmentation de pression isocore bêta, c'est égal à 1 sur P fois la dérivée partielle de la pression par rapport à la température à volume constant. Et le coefficient de compressibilité isotherme xi, c'est égal à moins 1 sur V fois la dérivée du volume par rapport à la pression à température constante. Il faut retenir déjà ces expressions. Comme c'est déjà mentionné, que ces paramètres sont des paramètres intensifs. Ce sont des grandeurs qui sont locales. Le calcul de ces coefficients revient à exprimer tout d'abord, par exemple, le coefficient de dilatation isobare, alpha, comment on le calcule? Tout d'abord, on exprime le volume en fonction de la température. Je fais une dérivée partielle par rapport à la température, tout en maintenant la pression constante. Le résultat, ce résultat, il va être divisé par V, donc on trouve alpha. Donc ça, ce sont les coefficients thermoélastiques dans le cas général. Mais pour le cas d'un gaz parfait, on a la relation entre les paramètres d'état du gaz. Par exemple, le coefficient de dilatation isobare, alpha, c'est égal à 1 sur T. Comment on trouve ça? Donc on fait la démonstration. Comme j'ai dit, j'exprime V en fonction de T. On a V est égal à nRT sur P. En maintenant la pression constante, je fais la dérivée par rapport à la température. Je trouve que c'était nR sur P, d'où alpha, c'est égal à 1 sur V fois le résultat qu'on a trouvé fois nR sur P. Et donc, je trouve que c'était nR sur PV et c'était 1 sur T. Dès le début, on peut savoir que alpha il est homogène à l'inverse d'une température. Parce que alpha s'écrit 1 sur V fois d de V sur dt. Donc on voyait que j'ai V d de V sur t homogène à un volume sur une température. Fois 1 sur V, donc homogène à l'inverse d'une température. C'est pareil aussi que bêta il est homogène à l'inverse d'une température aussi. 1 sur P fois d de P sur dt. « 1 sur P fois d de P sur dt à volume constant, pression sur température fois 1 sur pression, donc ça nous donne l'inverse d'une température. Mais pour le calcul exact, ça c'était la dimension pour le calcul exact, on doit faire les mêmes procédures qu'on a fait déjà pour le calcul de alpha. En fait, le coefficient de compressibilité isotherme, après tout calcul fait, on va trouver que c'est égal à 1 sur P. Vous devez faire ces calculs-là, le calcul de bêta et de xi. Merci.